Bonjour, le grand-père n'est pas mort, et c'est peut-être pas mal parce qu'il peut peut-être encore servir. Parce que derrière le grand-père, il y a aujourd'hui quelques milliers d'entrepreneurs sociaux. Alors j'aperçois dans cette salle un certain nombre d'entre vous que j'ai eu le plaisir de voir démarrer, d'accompagner dans un certain nombre de cas, d'être partenaire dans un grand nombre de cas. Et c'était un peu l'idée de ce dispositif. Donc nous étions 10. Je vais là. Formidable. Nous étions 10. Pas de budget, pas d'argent, mais une ambition assez simple, changer l'économie du monde. Je trouve d'ailleurs de ce point de vue-là que vous avez un peu régressé, parce que objectivement ambitionner de remplacer le MEDEF est une ambition médiocre. Il s'agit de remplacer Davos, les enfants. Donc si vous voulez atteindre la Lune, visez-la. Dans le pire des cas, vous atteindrez une étoile. Comment faire? Rendre les choses possibles et puis donner envie. Donc c'était sans doute l'idée de départ des quelques entrepreneurs que vous avez cités. Rendre les choses possibles, et ça comportait faire évoluer la loi, je vous en dirai deux mots. Et donner envie, c'était simplement faire vivre des entreprises, les faire grandir et démontrer effectivement qu'on pouvait, sans actionnaire, sans capital, avec une échelle de salaire limitée, une gouvernance bénévole démocratique, une gouvernance salariée collégiale, construire un machin, alors qui pour moi s'appelle le groupe SOS, mais qui s'appelle aussi Vitamine, qui s'appelle Ares, qui s'appelle de tous les noms que vous représentez ici aujourd'hui. Et nous y sommes parvenus d'abord en bataillant avec Benoît Hamon pendant la loi, et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, il me racontait qu'il s'était quand même laissé un peu avoir, mais en fait le MOVE a beaucoup participé à l'évolution de cette loi Hamon qui objectivement a été la première à permettre à des entreprises qui n'étaient pas statutaires de pouvoir participer à ce grand mouvement autour de l'économie sociale. Et puis l'objectif, 10 ans après, c'était que l'ensemble des entreprises puissent aussi se donner une raison d'être, une mission et participer à l'intérêt général. Et ça a été fait avec la loi Pacte, qu'Olivia Grégoire a largement contribué à faire aboutir et qui doit être mise en œuvre. Elle doit être mise en œuvre avec votre participation. L'idée de relier l'ESS et la tech était plutôt une excellente idée. Alors on avait pressenti quelque chose, je me souviens assez précisément, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous devaient être là, on avait réuni à l'usine en Seine-Saint-Denis, qui a 2 étages, une entreprise d'insertion du groupe SOS. Au premier étage, un colloque d'entreprises de start-up et au rez-de-chaussée, dans le même temps, des entreprises de l'ESS. Et à la fin de la journée, on s'est rendu compte que le premier étage et le rez-de-chaussée s'étaient contaminés et qu'en fait, des entreprises de la tech commençaient à regarder du côté des statuts de l'ESS et des entreprises de l'ESS s'intéressaient aux nouvelles technologies, tout ça donnant le Tech for Good. Et puis je trouve que 10 ans après, c'est un beau symbole que ces deux univers se réunissent. À partir de là, il y avait 2 sujets. Mesurer l'impact. Ah, je suis absolument désolé parce que pour être honnête, le groupe SOS a lancé un impact tank la semaine dernière, sur lequel on travaille depuis quelques années, qui d'ailleurs sera développé avec les équipes du MOVE, bien entendu, mais qui n'a pas le même objectif que ceux dont vous parlez, puisque l'idée, c'est de faire travailler des laboratoires universitaires sur des initiatives entrepreneuriales. Et donc, ce sont des labos universitaires qui vont analyser l'impact depuis la Sorbonne, le CNAM, Dauphine et Sciences Po pour la France, et puis Harvard pour les États-Unis, et qui vont travailler avec des entrepreneurs pour essayer de voir ce qui vaut la peine, quel est l'impact mesurable, et donc ce qui doit changer d'échelle ou pas, parce que dans un certain nombre de cas, ça ne vaut pas la peine. Le deuxième sujet, c'est quand même la résilience. Nous vivons un moment difficile. Les entreprises de ce pays traversent des moments de difficultés économiques, sanitaires, etc. Et on se rend compte, en tout cas la Croix-Rouge et nous, par exemple, que notre modèle de fonctionnement a permis de résister dans nos hôpitaux, dans nos maisons de retraite, résister plutôt mieux, tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire,
C'est donc qu'avoir des salariés militants, ça permet de faire face, et on a observé les uns et les autres de grands mouvements de solidarité chez nos salariés qui n'ont pas hésité à se déplacer dans des régions plus touchées, voire pour SOS de partir en Guyane quand c'était compliqué, alors qu'ils venaient de se taper l'épidémie dans l'Est. Donc un vrai élan de solidarité et une organisation économique qui permet de passer ce moment sans de grandes difficultés, parce que nous avons un dispositif qui permet de ne pas répartir la richesse quand elle est créée, ce qui permet de l'utiliser pour innover ou pour résister quand c'est utile. Pour être bref, je crois que je ne dois pas être loin des 5 minutes. Ça va ? On avait 2 objectifs il y a 10 ans. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit le plus difficile, parce que c'est assez facile en réalité de s'attaquer à des choses simples. J'ai eu le plaisir de porter pendant 10 ans l'idée selon laquelle les statuts ne faisaient pas la vertu. Ce qui m'a valu une notoriété sympathique chez mes camarades associatifs, coopératifs et mutualistes, qui évidemment ont considéré, ça vous arrivera aussi, que nous étions des jeunes cons qui ne respectaient rien. Et d'ailleurs, j'espère conserver ce statut par-delà les années et les changements de dénomination. Les statuts ne font pas la vertu, je continue à le dire parce que rien n'est jamais acquis. Et il y a des sociétés commerciales qui aujourd'hui ont des impacts économiques, sociaux, écologiques parfaitement utiles à l'ensemble de l'intérêt général. Et donc, ce n'était pas la bonne manière d'aborder le sujet. Le deuxième objectif, c'était de dire, à l'époque, on disait contaminé, mais vous devez avoir un mot franglais pour définir ça aujourd'hui. Contaminer l'économie classique, considérant que on n'allait pas leur imposer des statuts, on n'allait pas leur imposer des pratiques, on allait juste leur démontrer que nous étions meilleurs. Pour démontrer, il y avait 2 solutions. Grandir, c'est-à-dire faire des entreprises qui aujourd'hui, pour celles que je connais un peu, ou l'année prochaine aura 25 000 salariés, sera présente dans 44 pays dans le monde et fera toujours 15% de croissance, toujours, sans aucun actionnaire, avec une échelle de salaire limitée, avec une gouvernance réellement collégiale quand ils se seront débarrassés du fondateur, mais les statuts ont déjà prévu la disparition du fondateur ou du grand-père, comme vous le souhaitez. En tout cas, les statuts sont ce qu'ils sont. Une fois débarrassés du fondateur, qui est le dernier obstacle à l'épanouissement d'une entreprise, eh bien, ce sera une entreprise dirigée par un collège d'entrepreneurs, parmi lesquels Nicolas Frossard, que vous connaissez tous, et qui est membre du directoire de cette société, et une gouvernance associative qui, évidemment, est parfaitement démocratique, puisque les 4 femmes qui président les 4 conseils d'administration du groupe SOS sont élues par des conseils eux-mêmes élus par une assemblée générale. Donc, c'était un peu ce que nous voulions faire. On l'a fait. Mes camarades Dupont, Guilly, Itier ont suivi ces dispositifs. Certains sont allés modifier les pratiques publiques, d'autres ont continué à diriger leur entreprise. Ce qui est important, c'est qu'il faut continuer à bouger, il faut continuer à changer, il faut avoir des ambitions vastes. Et sachez que vous trouverez toujours à vos côtés les salariés et les membres du groupe SOS pour vous accompagner. De l'audace, toujours de l'audace, c'est le seul guide d'un entrepreneur. Merci.